Bonjour à toutes et à tous. Je vais laisser les derniers lycéens s'installer. Je vous souhaite la bienvenue. Ce sont les 11e tribunes de la presse que vous propose la région Nouvelle-Aquitaine. Que c'est bon de vous retrouver. Quand même, il faut le dire. On s'est un peu perdu de vue l'an dernier. Et même si les tribunes de la presse avaient été maintenues, mais à travers l'écran, autant vous dire que vous nous avez manqué, vraiment. Donc on est heureux. Vous êtes plus de 15 000, d'après ce qu'on m'a dit, inscrits sur les 3 jours des tribunes de la presse. Autant dire que je pense que les tribunes de la presse vous ont aussi manqué. Tiens, je vais immortaliser d'ailleurs cet instant, si vous voulez bien. Les lycéens, vous êtes là. Alors, j'ai quelques noms de lycées. Est-ce que Pessac, vous êtes là? Très bien. Anderdos, vous êtes arrivé? Très bien. L'Aréole? Bien. Fumel? Non, ils ne sont pas arrivés. C'était bien parti. La Brède? Ah, ils sont bien, ils sont bien. Tiens, vous allez faire un peu de bruit, je vais vous prendre en photo parce que c'est un moment quand même à immortaliser. Voilà, vous faites un peu de bruit, un truc, un peu quand même, levez les bras ou quelque chose. Voilà, super, très bien. Voilà, on va le mettre sur le Twitter. Hashtag TDLP. C'est vrai quand même que l'essence de ces tribunes, ce sont les rencontres, les échanges pour réfléchir tous ensemble dans un même lieu autour des grands enjeux de notre société. Alors, les tribunes de la presse sont de retour en présentiel, bien sûr, mais c'est vrai que l'avantage du distanciel l'an dernier, c'est que ça a permis à un certain nombre de personnes, un public en tout cas plus large, de nous suivre. On a donc décidé de maintenir à nouveau cette année un accès en ligne à l'événement. Je salue donc tous ceux qui sont derrière leur écran, en particulier des lycées qui vont également suivre une partie des tribunes de la presse à travers l'écran. On est donc à 178 jours du premier tour des élections présidentielles et à l'occasion de ces élections vont ressurgir donc les promesses des candidats et avec elle une question lancinante, que peut le politique? Oui, au-delà des mots, quelle est sa capacité à faire bouger les lignes dans un monde globalisé, mondialisé? Que peut-il face à des entreprises transnationales d'une puissance inouïe? Quelle est sa marge de manœuvre devant des lobbies puissants, une société civile qui ne s'en laisse plus compter et des minorités qui savent se faire entendre? Que peut-il enfin face au changement climatique? 60 intervenants ont donc 3 jours dans 3 lieux différents pour nous éclairer, car ce retour en présentiel permet aussi aux tribunes de retrouver ces 3 lieux favoris, que sont donc ici le TNBA, il y aura la librairie Mola, et l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine. Tout au long de ces 3 jours, vous pouvez aussi, bien sûr, que vous soyez ici ou derrière votre écran, poser vos questions aux différents intervenants et réagir à ce que vous verrez, à ce que vous entendrez aussi, sur le hashtag Twitter, donc c'est TDLP. Voilà, pour ouvrir ces tribunes, je vous propose d'accueillir maintenant Alain Roussel, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, initiateur de ces tribunes de la presse. Il est accompagné de Patrick Vanry, qui est le directeur général de Sud-Ouest, et de Bernard Guetta, le président des tribunes de la presse. Merci de les accueillir. Messieurs, bonjour. Vous disposez comme vous le souhaitez. Ah ben, Bernard, je crois que vous allez être seul, oui, effectivement. C'est le privilège du président des tribunes. Bonjour à tous les 3. Merci beaucoup d'être là. Alain Rousset, je le disais, mais quel plaisir quand même de se retrouver tous ensemble ici. Bon, c'était bien l'an dernier, mais on est quand même mieux avec du public, non? Ah oui, c'est un vrai plaisir. C'est un plaisir de voir un amphi plein, si j'ose appeler ce théâtre comme cela. C'est un plaisir d'avoir beaucoup de jeunes et de moins jeunes, certes, mais cette idée initiale de faire se parler le monde de la presse, le monde des acteurs de la société, quel qu'il soit d'ailleurs, pas forcément politique, et puis la jeunesse de notre territoire et de notre région, ça fait partie de l'ADN de ces tribunes. Bien sûr. Sur ce thématique de que peut le politique, j'allais dire finalement, pouvait-il y avoir un autre thème cette année que celui-ci, à quelques mois de l'élection reine? Alors je suis un peu jugé parti parce que oui, à la fois je laisse la totale liberté à Bernard Guetta, et que je salue avec beaucoup d'amitié, et à Jean-Pierre Tucois, qui sont les chevilles ouvrières, les artisans, les concepteurs de chacune de ces thématiques et manifestations. Je suis jugé parti parce que patron d'une région,
sortant d'une élection où l'on a vu quand même le niveau d'abstention qui rend d'ailleurs un politique très humble. Mais en même temps, j'ai toujours été fasciné par l'action publique. J'utilise d'ailleurs rarement le mot politique, c'est un paradoxe. Je veux dire, le mot politique m'écorche un peu la bouche. Ça peut être ça peut être paradoxal de là où je parle et ce que je fais. Vous trouvez qu'il a une connotation négative? Oui, parce que j'aime pas le mot politicien, ouais. J'aime pas le mot popole ça, oui. Pour politique, voilà. Et en même temps, je vois tous les jours ce qu'on peut faire avec l'action publique et une responsabilité politique. Quand, au fin fond de la Creuse, vous sauvez de sa disparition un lycée à l'histoire fantastique, le lycée de Felletin, le lycée des maçons de la Creuse, vous êtes fiers quand même. Quand vous sauvez une entreprise à la Courtine, un lieu que beaucoup de Français connaissent, enfin beaucoup de seniors connaissent parce qu'ils sont allés y faire leur service militaire, perdus dans les bois et dans la neige, là aussi vous pouvez être fiers. Quand vous vous battez pour qu'on ait une deuxième ligne ferroviaire au sud de Bordeaux, quand vous créez 36% de l'emploi industriel de France, vous êtes un peu fiers. Sauf que, et c'est peut-être là où je fais un petit signe à Bernard, à vous-même, à Patrick Van Ries, comment le fait-on connaître? C'est compliqué. C'est compliqué parce que la communication est peut-être l'art de la répétition, mais que ça touche tout le monde. J'ai eu une expérience là très récente qui m'a frappé. Comme tout le monde, je vais de temps en temps dans une pharmacie. Il y a un jeune pharmacien. Et on discute. Il ne me connaît pas. Il est mon voisin, mais alors, je lui dis un peu ce que je fais et qui je suis. Et je lui demande s'il est allé voter. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Il a 30 ans. Il a 30 ans. Il a fait des études supérieures. Ça ne l'intéresse pas. Donc ça nous interpelle, tout ça. Patrick Van Ries, c'est la fidélité de Sud-Ouest aux tribunes de la presse. Vous êtes partenaire depuis... Depuis le premier jour, je ne sais pas, mais le deuxième, quasiment. Certainement, en tous les cas. Et puis, on peut dire que le partenariat s'est affermi au fil des années, qu'aujourd'hui, une bonne partie de la rédaction, en tout cas ses membres les plus éminents, travaillent auprès de Jean-Pierre, prononcer, préparer, commenter les débats, parce que le sujet, c'est un peu le nôtre. Hein. Alain Rousset parle du politique, que peut-on, et comment le politique est moins, entre guillemets, apprécié. C'est le même problème avec les journaux et la presse. Donc, on est un peu d'ailleurs souvent mis dans le même sac aujourd'hui. Bien sûr, on en parlera demain matin. Voilà, ce qui est très paradoxal, parce qu'en réalité, notre métier, nous, c'est d'informer tous les matins plus d'1 million de personnes, et il faut donner de la chair à tout ça, à ce récit régional, le faire le mieux possible, le plus objectivement possible. Et j'ai envie de vous poser la question, je le dis souvent, hein, que ferait-on à Bordeaux s'il n'y avait plus de Sud-Ouest? Que ferait-on s'il n'y avait plus de politique et s'il n'y avait plus de journaux? Imaginez une société tout d'un coup qui n'existe plus. Donc il ne faut pas lancer un cri de sauvegarde, mais il faut au contraire réaffirmer que l'un et l'autre, on n'est pas mariés ensemble, mais on est ceux qui faisons quand même le ciment de la société, de la vie démocratique du pays. Donc moi, ça ne me gêne pas d'être assimilé à la politique, c'est pas grave, finalement on en fait un peu à notre façon. Et au contraire, je trouve que c'est noble de raconter la geste politique tous les jours. Vous avez beau dire, hein, je vois le débat sur la LGV qu'on retranscrit pas mal, mais c'est de la politique pure quand même, c'est la politique qui permet ça. Donc je pense qu'elle garde sa noblesse comme le journalisme garde sa noblesse. Donc il faut faire attention à ce que ces deux mondes marchent ensemble quand même aussi. Voilà. Merci beaucoup. Bernard Guettin, tout à l'heure, Alain Rousset rappelait les taux d'abstention effectivement des dernières élections et en présence des lycéens qui sont ici, futurs électeurs ou déjà peut-être. Il faut rappeler ce rôle éducatif aussi des tribunes de la presse. Oui, je vais faire ce que font souvent les politiques, ne pas répondre à votre question, oui. Et en prendre une autre. Pour vous dire que la question que nous nous posons à ces tribunes cette année, que peut le politique, je ne cesse de me la poser depuis que je suis député européen. Depuis 2 ans et demi. Depuis 2 ans et demi. Chaque matin, je me dis, mais est-ce que je sers à quelque chose
ou pas? Eh bien, je vous en ferai la confidence tout à l'heure entre midi et demi et... Non, entre midi et demi et 13h, oui, c'est ça. Entre midi et demi et 13h, eh bien, chaque heure, ma réponse à ma question varie. Et puis, le soir, je me dis, bon, bilan de la journée, t'as servi à quelque chose ou tu n'as servi à rien ou à pas grand-chose? Bien, je vais vous dire, j'ai servi à quelque chose. Le Parlement européen, ces 700 et quelques députés, oui, servent à beaucoup de choses, comme l'Assemblée nationale, comme évidemment les présidents de région et comme évidemment les journaux, mais simplement, nous sommes dans une période de transition dans tous les domaines. Et donc, il est normal que, à la fois, les citoyens et leurs élus se posent cette question fondamentale à laquelle on va tenter de répondre domaine par domaine pendant 2 jours. Et je vous assure que le programme est vraiment, vraiment riche. Et vous nous direz peut-être tout à l'heure, je vous poserai la question dans notre entretien, si vous avez l'impression de servir aussi à quelque chose en étant journaliste. Ça sera peut-être aussi une question intéressante. Entre journalistes et politiques, les différences peut-être d'utilité que vous y voyez. Elles sont complémentaires. Eh bien, très bien, je vous laisse la réflexion pour tout à l'heure. Est-ce que vous m'autorisez juste à faire une petite information? On est cette année au centenaire de la naissance de Jean Lacouture. Ouais. Alors, je ne sais pas si tout le monde ici connaît Jean Lacouture. Jean Lacouture est un Bordelais, un Aquitain, écrivain biographe, comme l'on dit, et il a été partenaire de toutes les grandes aventures que j'ai eu le plaisir de lancer, que ce soit le Festival du film d'histoire à Pessac, que ce soit les vendanges de Malaga à Malaga autour de Mauriac, et ces tribunes de la presse. Et la proposition que les équipes ont faite, que je fais, c'est que l'on crée, si le président le veut bien, et il sera membre du jury, cher Bernard, qu'on crée un prix Jean Lacouture. Jean Lacouture a été... alors on le commencera l'année prochaine. Il faut qu'on conçoive le jury voilà. Bon, il y a Jean-Noël Jeannet, bien sûr, il y a tous les amis de Jean. Mais l'idée, c'est aussi de franchir un cap dans ces tribunes de la presse, comme on l'a fait depuis 2 ans. Avec le confinement, on a basculé sur le numérique. Là, on est maintenant en présentiel et en distanciel. Et je pense que, quelque part, ces tribunes de la presse deviennent une forme d'université populaire. Alors, j'ose pas trop utiliser ce terme parce que celui qui a initié à Caen les universités populaires a basculé dans un modèle idéologique que je n'aime pas trop ici. Mais voilà, c'est une forme d'université populaire et je suis très heureux qu'étudiants, lycéens, personnes de tous âges puissent participer avec les talents de nos intervenants. L'université citoyenne? Allez, citoyenne. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Voici donc ouvertes les 11e tribunes de la presse. Alors en fil rouge, pendant ces 3 jours, on va vous proposer des vidéos réalisées par les journalistes de l'agence France Presse, partenaire fidèle d'ailleurs des tribunes, dont la mission, vous le savez, au niveau mondial, c'est de collecter, de vérifier, de recouper et de diffuser l'information. Ils vont nous faire partager des reportages d'actualité, mais aussi des cas de ce qu'on appelle maintenant, c'est un mot que vous connaissez, l'infox, mais aussi de formidables tutoriels pour savoir comment vérifier l'information. Première vidéo maintenant avec un exemple, une photo qui semble prise au milieu de nulle part, une vidéo avec peu d'éléments à l'image, à partir de quelques indices bien repérés, d'outils faciles à appréhender, en adoptant la bonne méthodologie. Un jeune journaliste, vous allez le voir, je m'adresse aux lycéens, vous allez voir, il est extrêmement jeune, il est journaliste au service d'investigation numérique de l'AFP, il s'appelle Samy, et il va nous apprendre à vérifier où et parfois quand ont été prises des images, tout en évitant les fausses pistes. Regardez. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Samy Assef et je suis journaliste au service d'investigation numérique de l'agence France Presse. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à tirer parti des outils de géolocalisation pour remonter à la source d'une photo ou d'une vidéo. Avec quelques indices et en adoptant la bonne méthode, il y en a beaucoup que vous pourrez resituer. Commençons avec un logiciel très connu, Google Maps.
Il vous offre de nombreuses possibilités. La plus utile est sans doute Street View, qui vous permet de voir un endroit à travers les yeux d'une personne sur place. Prenons par exemple l'Arc de Triomphe à Paris et approchons-nous. Pour l'activer sur ordinateur, on attrape ce petit bonhomme jaune. Les lignes bleues indiquent les endroits où Street View est disponible. Les cercles indiquent la présence de photos importées par des utilisateurs. Déposez le bonhomme jaune où vous le souhaitez. Une image à 360 degrés va apparaître. Vous pourrez regarder autour de vous et vous déplacer dans les directions indiquées par un curseur. Vous pourrez même, dans certains cas, remonter dans le temps. Lorsque c'est possible, une petite horloge apparaît sur la gauche. Et vous serez surpris de voir à quel point un lieu peut changer au cours des années. Maintenant, prenons de la hauteur, avec la vue satellite. Cliquez sur cette icône pour l'activer. Vous pouvez vous rapprocher du sol, vous pouvez vous éloigner, vous pouvez même passer en vue 3D en cliquant sur ce bouton. Vous pourrez ensuite maintenir la touche contrôle ou commande de votre clavier et utiliser la souris pour incliner l'angle de vue. Tout ça peut vous paraître un peu complexe au début, mais n'hésitez pas à vous balader dans l'outil pour rapidement progresser. Et si vous y prenez goût, nous vous conseillons aussi de télécharger gratuitement le logiciel Google Earth Pro. Il offre parfois de meilleures vues satellites que vous pourrez aussi faire défiler dans le temps. Un mode terrain vous permet aussi d'examiner le relief. Si vous souhaitez découvrir d'autres logiciels de cartes, nous vous avons préparé une petite liste à consulter à cette adresse. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Quand vous essayez de géolocaliser un endroit, commencez par repérer les panneaux de signalisation, les enseignes, des bâtiments ou des monuments caractéristiques, le style d'architecture, le relief, et dans certains cas, la couleur de peau des gens peut vous aider. S'il s'agit d'une vidéo, n'oubliez pas d'activer le son et d'écouter la langue parlée. Prenons un cas concret. Pour un article de vérification, l'AFP a enquêté sur l'itinéraire de ce milicien irakien qui a participé à des combats contre l'État islamique, voyagé jusqu'en Europe et finalement été condamné pour crime de guerre et expulsé de Finlande. Il a publié plusieurs photos au cours de son trajet. Son compte a depuis été supprimé, mais nous avons pu accéder à une version archivée. Sur cette première photo, il se tient devant un monument en pierre. On aperçoit des bâtiments dans le fond avec des enseignes. En zoomant sur l'hôtel à droite de l'image, on peut lire « Hôtel Star Park ». On aperçoit aussi un drapeau turc juste à droite du monument. C'est ici que nous retournons sur Google Maps. On cherche Hôtel Star Park, Turquie. On essaye d'activer Google Street View. Et on voit tout de suite qu'on est au bon endroit. Quelques jours plus tard, il est assis sur un muret, visiblement près de la mer ou en tout cas d'un plan d'eau. Derrière lui, on voit deux drapeaux, un bleu et un blanc et bleu à rayures. Ils sont un peu difficiles à identifier, mais sachant qu'il était il y a quelques jours en Turquie, on peut supposer qu'il s'agit des drapeaux de l'Union européenne et de la Grèce. Mais vous allez nous dire, la Grèce est vaste et elle compte beaucoup d'îles. C'est vrai. Mais il a publié ces photos en 2015. Or, à l'époque, de nombreux migrants en route vers l'Europe passaient par l'île grecque de Lesbos, à quelques kilomètres de la Turquie. Donc s'il faut commencer quelque part, c'est ici. Mais avant de se précipiter sur Google Maps, prenons le temps d'examiner le paysage. On voit une jetée derrière lui. Plus loin derrière, sur la droite de l'image, on aperçoit un petit îlot. Et encore derrière, des collines. Un conseil, essayez de dessiner, même grossièrement, les principaux éléments que vous avez repérés. Surtout ceux qui seront facilement repérables vu du ciel. Armé de votre petit schéma, rendez-vous sur Lesbos dans Google Maps. Il n'y a plus qu'à faire le tour de l'île en cherchant une jetée et un petit îlot au large. Voici une jetée, mais pas d'îlot. C'est raté. En voici une autre, et cette fois, il y a bien un petit îlot qui pourrait correspondre. Il ne reste qu'à vérifier en activant Street View, et voilà, on est au bon endroit. Un peu plus tard, il publie une photo prise au milieu de ce qui semble être une gare ou un aéroport. Regardons de plus près. Sur la droite, on voit une machine avec dessus le mot Fahrkarte. Ça veut dire titre de transport en allemand, donc c'est un peu maigre. Par contre, sur la gauche de la machine, on peut voir le sigle OBB. Une rapide recherche nous apprend qu'il s'agit de la compagnie autrichienne de chemin de fer. Partons donc du principe qu'il se trouve dans une gare en Autriche. Celle-ci paraît assez grande, donc commençons par regarder du côté des principales gares de la capitale, Vienne. Il suffit de quelques tentatives pour y arriver. Voici à quoi ressemble la gare de l'Ouest à Vienne. On voit tout de suite que le carrelage, ainsi que les piliers et le plafond, correspondent à notre photo. Sur la gauche, on peut voir les mêmes panneaux d'affichage et sur la droite, on retrouve notre distributeur. À partir de maintenant, si on vous dit qu'une photo ou une vidéo a été prise à un endroit, vous pouvez tenter de vérifier par vous-même. Pas besoin d'être un professionnel, il suffit d'adopter la bonne méthode et d'accepter d'y passer un peu de temps. Et rien ne sera jamais aussi satisfaisant que de trouver la solution par vous-même.
Voilà, on retrouvera Samy et quelques-uns de ses confrères pendant ces 3 jours pour ces tutoriels, mais aussi pour d'autres reportages sur l'actualité, notamment l'actualité évidemment de la pandémie. On reviendra quelques mois en arrière. Le programme de cette journée, avant de vous présenter le premier débat, tout à l'heure on interrogera nos invités pour savoir si le populisme fait toujours aussi recette dans le monde, alors que certains leaders connaissent des baisses de popularité importantes. Pour autant, d'autres émergent et se renforcent, pas très loin de chez nous, et même d'ailleurs en France. La religion doit-elle régenter la vie de la cité? Ce fut le cas naguère en Europe et dans une poignée de pays de confession musulmane. Aujourd'hui, le retour du religieux dans les affaires de la République est palpable, y compris en Occident. La religion est-elle au-dessus de tout? Nous nous posons la question en début d'après-midi. Et puis alors que la pandémie du Covid-19 a mis en évidence le fossé qui sépare les scientifiques des politiques et la méfiance d'une partie de l'opinion publique, qui doit-on écouter et surtout qui doit décider? Faut-il se fier à ceux censés détenir la vérité scientifique ou s'en remettre aux dirigeants politiques, détenteurs d'un mandat confié par les électeurs? Un enseignant au Collège de France, un infectiologue et un journaliste seront là pour apporter des éléments de réponse.